Aujourd'hui, on va parler d'une série médiévale fantastique très populaire, qui s'inspire beaucoup de l'histoire et qui s'apprête à se terminer. Je veux bien sûr parler de Kaamelott. Ben quoi, vous pensiez à quoi vous? Évidemment, la série Kaamelott n'a pas vocation à être réaliste historiquement. C'est un récit de fiction qui se passe aux alentours de la chute de l'Empire romain, donc au 5e siècle, avec des chevaliers type 15e siècle, et des créatures monstrueuses comme les Skaven. Mais comme la série se pose dans un cadre historique, il me semble intéressant d'étudier la manière dont Kaamelott représente l'histoire et comment elle s'en sert. Alors on va commencer tout de suite avec le personnage historique le plus célèbre à apparaître dans la série, Attila le 1. Allez, c'est parti. Les Huns d'Attila sont à nos portes, sire. Notre dernière heure a sonné. Attila? On comprend bien qu'Arthur soit étonné de tomber sur Attila. En effet, ce dernier n'a jamais foutu ni les pieds ni les sabots de son cheval en Grande-Bretagne. Attila a bien mené une large expédition à travers la Gaule en 451, mais il n'a jamais envisagé de traverser la mer. Déjà, il ne serait jamais venu à l'idée à ce peuple de cavaliers de monter sur des bateaux. Les Huns ont besoin de grands espaces, à la fois pour leur mode de vie, mais aussi pour faciliter leur manière de faire la guerre. Aller se coincer sur une petite île alors qu'on a tout un continent à disposition comme terrain de jeu, c'est plutôt dommage, non? Et puis à l'époque, il n'y a rien à aller chercher là-bas. Les dernières troupes romaines ont quitté l'île en 410, et les peuples romanisés font déjà face à des invasions de barbares pictes et anglo-saxons. Ce n'est pas du genre d'Attila de se contenter des miettes des autres. Même si on prend en compte le royaume d'Arthur dans sa totalité, le royaume de l'ogre, avec l'Aquitaine, l'Armorique et Gaune, Attila n'a pas pu aller plus loin qu'Orléans, où il a été repoussé in extremis par les troupes de la coalition romano-visigothique. Même s'il avait pu continuer sa route, il aurait poursuivi vers le sud et le territoire visigothique, cible proclamée de la campagne. Par contre, dans l'épisode des Envahisseurs, Arthur prétend s'être allié avec les Burgondes. On comprend alors qu'Attila renonce à son attaque, puisque les Burgondes étaient parmi les peuples alliés aux Romains et aux Visigoths lors de la bataille des Champs cataloniques qui mit fin à l'invasion hunnique de la Gaule. Toujours est-il que, dans la série, Attila a trouvé le moyen de venir menacer notre bon roi Arthur en personne. Mais est-ce qu'il ressemblait vraiment à ça? Eh bien pour ça on a de la chance, puisqu'un certain Priscus, un diplomate au service de l'empereur romain d'Orient, a pu se rendre à la cour d'Attila lors d'une mission diplomatique, et il a mis par écrit toutes ses observations. Priscus nous dit qu'il est plutôt petit, habillé de vêtements très simples, avec un visage jaune sombre, des yeux bridés et une barbe rare. Pour le coup, à part la barbe, c'est plutôt respecté. Ensuite, on remarque que contrairement à ce qui se passe avec le roi Burgonde, Attila et Arthur se comprennent parfaitement. Et ça c'est tout à fait possible, puisque Attila parle le latin. Il l'a appris au contact d'Aesius, un ami d'enfance, jeune otage à la cour du roi Huns, Ruga. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se comprennent, puisque Arthur a lui été éduqué à Rome. En ce qui concerne les autres personnages de la série qui interagissent avec Attila, comme Bohort ou Léodagan, eux font partie de l'élite locale. C'est donc tout à fait logique qu'ils parlent le latin après plusieurs siècles d'occupation romaine du sud de l'île. Et si on s'intéresse au comportement d'Attila, qu'est-ce que ça donne dans Kaamelott? Ah oui, là c'est pas trop ça. Contrairement à ce qu'on voit dans Kaamelott, Priscus nous décrit quelqu'un de calme, sérieux et de très patient. Justement, Attila est quelqu'un de très orgueilleux, et donc il va tout faire pour paraître civilisé. Un exemple de cela nous est donné par Priscus. Lors d'un banquet, donné en l'honneur de l'ambassade romaine, apparaît Zercon, un nain bègue qui était le bouffon de Bléda, le frère d'Attila. Mais ça c'était avant que Bléda ne soit assassiné, probablement par son frère. Tu contestes chacune de mes décisions. On dirait que tu veux être le chef des Huns. Zercon vient devant Attila pour réclamer la femme que Bléda lui avait promise. Ce faisant, il se met en scène, mélange plusieurs langues et essaye par tous les moyens de faire rire Attila. Les Huns rient aux éclats, et les Romains aussi, mais Attila reste impassible. Pourquoi? Eh bien c'est parce qu'Attila veut essayer d'avoir l'air civilisé. Il veut avoir l'air d'un empereur romain. Et donc il ne veut pas se ridiculiser devant l'ambassade. Bien sûr, les Romains rient eux aussi, mais Attila ne sait pas s'il rit du nain ou s'il rit des Huns qui sont amusés par le nain. Donc non, Attila c'est pas le genre à gueuler à tout bout de champ, surtout devant un roi qu'il considérait civilisé comme Arthur. Excusez-moi, je fais le santé. Ah, par contre il est effectivement considéré comme quelqu'un faisant preuve de courtoisie et de politesse, donc ça colle. Ouais, vous pouvez pas comprendre, vous passez votre vie à cheval, un feu de bois, un lapin de garenne et puis ça repart. Moi, nous autres sédentaires, bon alors,
Ça a de la gueule parce qu'on vit dans de la pierre, hein, seulement voilà, ça coûte du pognon. Si les Huns étaient bien des nomades auparavant, à l'époque d'Attila ce sont plus des semi-nomades. Une partie de la population se déplace avec les troupeaux, tandis que d'autres pratiquent l'agriculture. Attila a même sa propre capitale. Difficile de parler de véritable ville, puisque tous les bâtiments sont en bois, mais c'est tout de même une installation fixe, et donc désolé Léodagan, mais Attila peut parfaitement comprendre le fait d'avoir des frais. Dans la série, le personnage d'Attila passe clairement pour un imbécile. Ah, un beau-père, quoi. Vous voyez bien que je suis en train de leur monter un flanc. Bon alors, tu prends ou tu prends pas? D'accord, on la prend. Pourtant, dans la réalité, c'était quelqu'un de très intelligent. Il était doué pour manipuler ses adversaires et pour créer des casus belli, c'est-à-dire des prétextes pour entrer en guerre. Il n'était pas facile à duper. Après une guerre contre l'Empire romain d'Orient, un traité est signé. Ce traité prévoyait le versement d'un tribut en or à Attila. Ce dernier envoie alors un de ses officiers à Constantinople pour contrôler la levée de l'impôt qui devait servir à le payer. Plus tard, l'empereur romain d'Orient Théodose monte un complot pour pousser un des chefs huns à assassiner Attila. Non mais attendez, vous faites semblant de négocier, tranquille. Pendant ce temps, moi je fais celui qui va pisser par là-bas, puis quand j'arrive à sa hauteur, tac, je sors ma dague et je l'ouvre en deux par le bas. Mais ce chef dénonce le complot à Attila. Alors qu'il aurait pu décider d'exécuter toute l'ambassade romaine accompagnant ce chef, Attila décide de faire comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'il arrive à déterminer qui dans l'ambassade est au courant du complot et qui est innocent. Le rôle du personnage d'Attila dans Kaamelott est celui du chef de guerre barbare qui fait peser une terrible menace militaire sur le pays. Mais justement, comment ils se battent les Huns? Juste une question, on n'a pas encore évoqué l'éventualité de combattre. J'ai dit une bêtise là. Combattre Attila? Vous êtes des dingos! Perso, je dirais que c'est une bonne civilisation de cavalerie, avec un chouette bonus qui fait qu'ils n'ont pas besoin de construire de maison. Mais ça, c'est plutôt mon expérience de joueur d'Age of Empires 2 qui parle. On va plutôt demander à un vrai connaisseur de l'histoire militaire, Quentin de la chaîne Sur le Champ. Quentin? L'armée unique est assez classique, appliquant le modèle des peuples nomades équestres. Mais il a certaines caractéristiques qu'il convient de souligner. Le premier étant que les sources décrivant leurs méthodes de combat sont majoritairement romaines ou byzantines. Il faudra que je nuance tout ce que je vais vous dire par la suite. Par armée nomade équestre classique, on entend l'armée mongole. Une grande masse d'archers montés, mobiles et adeptes du combat à distance. Mais les Huns se distinguent par certaines caractéristiques par rapport aux autres armées nomades que les Romains avaient déjà rencontrées jusque-là. Contrairement aux Scythes ou aux Parthes, les Huns semblent n'avoir jamais développé de cavalerie lourde. Même si les plus fortunés avaient effectivement des armures plus efficaces, la priorité était donnée à la mobilité. Avant Attila, les Huns étaient un peuple nomade et chacun apprenait à monter très tôt. Leur apprentissage de la chasse ainsi que leur arc composite caractéristique en faisaient des archers montés experts capables de grandes manœuvres en commun. A noter à ce propos que la structure clanique des Huns faisait qu'ils avaient des unités de taille très variables, rendant leur déploiement et leur déplacement particulièrement difficiles à lire pour l'adversaire. Privés de cavalerie lourde, les Huns évitaient par-dessus tout les grands engagements de troupes. Ils préféraient largement les embuscades et les tactiques de harcèlement. Ils n'engageaient le combat rapproché qu'en cas de réelle désorganisation de l'armée adverse. Leur méthode de harcèlement consistait à jouer en permanence sur leur distance avec l'adversaire. En s'approchant pour ensuite se replier, ils conservaient une marge de sécurité sans perdre leur propre cohésion, en utilisant pleinement leur capacité à tirer dans toutes les situations. Le fameux tir part que les Romains abhorraient tant. Mais n'ayant pas la possibilité de charger une unité adverse encore cohérente et bien structurée, les Huns ont développé tout un ensemble de techniques pour prendre le dessus de manière psychologique, tant tactiquement que stratégiquement. En plus du tir permanent, leurs mouvements extrêmement complexes donnaient une impression d'essaim, et leurs cris emplissaient le champ de bataille de manière caractéristique. Bien entendu, ils jouaient sur les raids en vivant sur le pays et en multipliant les pillages, ce qui leur donnait une certaine image dans la campagne. Finalement, la partie la plus complexe de leur art de la guerre, c'était la logistique. Même si les Huns se nourrissaient grâce à leurs chevaux, il fallait bien s'assurer l'approvisionnement en fourrage et en flèches, ce qui était fait grâce à des chariots qui étaient également employables tactiquement.
A noter qu'ils prenaient plusieurs chevaux par cavalier pour augmenter l'endurance de leur armée et se montrer plus nombreux qu'ils ne l'étaient. L'ensemble donnait donc une armée qui refusait le contact et les grands engagements, mais qui usait l'adversaire psychologiquement par une pluie de flèches, une impossibilité de contre-attaquer et un ascendant moral fort. Cet art de la guerre et la structure de la société unique faisaient d'ailleurs que les femmes pouvaient parfaitement entrer dans les armées. Mais tout ce que je vous raconte ici est partiellement faux sous Attila. Comment ça ? Si ce modèle est bien observé par les Romains durant les raids du IVe siècle, et a bien diffusé une certaine image des Huns dans l'Empire, le fait est que sous Attila, ils se sont en partie sédentarisés, devenant semi-nomadiques et vassalisant un certain nombre de peuplades. Leur vivier d'archers montés a donc diminué, leur mobilité également, et leur armée a intégré des troupes vassales à l'art de la guerre très différents. Leur armée s'est donc alourdie et ralentie, et cela va de pair avec un certain changement des objectifs durant les guerres uniques. Si auparavant les Huns se concentraient sur un pillage et le paiement d'un tribut, utilisant pour cela leur grande maîtrise de l'art de la petite guerre, le fait est que Attila a des velléités plus conquérantes. Les Huns se mettent alors à soumettre des populations et à prendre des villes pour signer des traités avantageux, allant bien plus loin que le paiement d'un tribut pour s'en aller. Dès lors, il a fallu des capacités de siège, une logistique plus solide et des troupes variées. Mais le fait est que les Huns ont continué à refuser les grandes batailles. Le succès d'une campagne se fondait donc plus sur des trahisons locales, l'emploi d'ingénieurs romains passés de leur côté, et sur l'atteinte d'objectifs moins diffus. Ils conservèrent malgré tout un certain opportunisme, visant par exemple Constantinople touché par un tremblement de terre en 447. Opportunisme qui apparaît dans Camelot dans l'épisode des Envahisseurs. Mais sire, Attila est ici. Il a vu que nous étions assiégés par les Burgondes. Il veut profiter de notre faiblesse pour nous attaquer par le sud. Non mais c'est pas vrai. Mais bon sang, on a toutes nos armes braquées vers le nord à cause des autres cons. En bref, l'art de la guerre des Huns est un peu plus complexe qu'un simple pillage exhaustif, et il faut dépasser l'image d'un archer monté qui n'a duré qu'un temps, même si ce dernier formera toujours la colonne vertébrale de leur armée. Mais Attila vous y attend, sire. Attila, le fléau de Dieu. Ce surnom d'Attila bien connu, le fléau de Dieu, ne lui est pas contemporain. Il a d'abord été attribué au roi wisigoth Alaric qui a pillé Rome en 410. Attila a été qualifié de fléau de Dieu pour la première fois en 510 dans une chronique chrétienne, soit près de 60 ans après sa mort. Pourtant, bien que païen, Attila n'a jamais été spécialement anti-chrétien. Les chroniqueurs chrétiens vont lui imputer de nombreux crimes contre l'Église, de manière à dresser face à lui des figures héroïques chrétiennes. Ainsi, Sainte Geneviève aurait évité le pillage à la ville de Paris, en encourageant ses habitants à résister à l'invasion. Alors qu'en réalité, Paris n'a jamais été une cible d'Attila. Le pape Léon Ier aurait dissuadé Attila de marcher sur Rome après une discussion en tête-à-tête. Si cette entrevue a probablement eu lieu, et qu'Attila a effectivement fait demi-tour après, c'est parce qu'il a appris que les troupes de l'empereur d'Orient menaçaient ses arrières et son pays. Mais peu importe, j'ai pas envie de finir empalé au sommet d'une colline. Alors oui, c'est vrai qu'Attila c'était pas un enfant de cœur non plus, et les traîtres et les espions pouvaient finir empalés. Alors l'empalement, si vous ne connaissez pas, c'est très simple. On prend un pic de bois très pointu, et on vous pose dessus par le fondement, pieds et poings liés. En somme, on finit en brochette quoi. Alors si vous avez du bol, le pic vous transperce le cœur en remontant, et vous mourrez sur le coup. Si vous avez moins de chance, le pic loupe le cœur, ressort par le dos, et là c'est le début d'une longue agonie, au cours de laquelle les rapaces commencent à venir vous bouffer. Sympa, hein? Ça vous ennuie si je vomis? Alors pourquoi utiliser cette image de fléau de Dieu dans la série? Eh bien déjà parce que par chez nous, c'est cette image qui vient tout de suite en tête lorsqu'on parle d'Attila. D'ailleurs, il est intéressant de noter que ce n'est pas le cas partout en Europe. Par exemple, en Hongrie, Attila est vu comme un genre de Vercingétorix local, un espèce d'ancêtre prestigieux quoi. D'ailleurs, encore aujourd'hui, Attila est un prénom très populaire là-bas. Et donc le but de la série, c'est de créer le décalage avec ce qu'on s'imagine pour faire rire. En France, quand on pense à Attila, on voit un grand barbare terrifiant et sanguinaire. Et là, Camelot nous présente un petit bonhomme colérique et pas très malin. On retrouve cette volonté de démystifier la légende. À la place des grands héros du mythe arthurien, on a une bande de bras cassés et profondément humains. Ah ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Le but c'est à la fois de raconter une autre histoire, loin de la légende, mais aussi de créer le décalage dans un but humoristique.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet vous a plu, comme ça je pourrai refaire des épisodes sur Kaamelott. Merci beaucoup à Quentin de la chaîne Sur le Champ d'avoir participé à cet épisode. Je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne, ça parle d'histoire militaire et c'est passionnant. On n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait, et le partage, ça aide beaucoup. À la prochaine!